Bonjour à tous, je vous présente donc le topo sur les ruptures et reconstructions du ligament croisé postérieur au genou dans le cadre du DIU des pathologies chirurgicales du genou. Le LCP est constitué d'une bande de tissu conjonctif qui s'étend du condyle fémoral médial au plateau tibial postérieur. Il est couvert d'une enveloppe synoviale dont les deux feuillets se rejoignent en arrière. Il est majoritairement composé de fibres de collagène de type 1, entouré d'une matrice de mucopolysaccharides. Son comportement est viscoélastique et sa rigidité augmente lors de l'accroissement de la vitesse de mise en charge. Le LCP est vascularisé principalement par l'artère géniculée moyenne, branche de l'artère poplitée. L'artère géniculée moyenne se divise en plusieurs branches qui s'anastomosent les unes aux autres pour former un réseau périligamentaire. La membrane synoviale est épaisse et recouvre la partie antérieure du LCP où se terminent les branches terminales des artères géniculées moyennes et inférieures, organisées en réseau anastomotique et représentant une zone richement vascularisée. C'est cette vascularisation qui explique le potentiel de cicatrisation de ce ligament en cas de rupture, mais qui n'est cependant pas constante selon les zones anatomiques de la rupture. En ce qui concerne son innervation, celle-ci est assurée par une nerf articulaire de Freeman qui est issue du plexus nerveux poplité, lui-même issu des branches du nerf tibial postérieur et des rameaux terminaux du nerf obturateur. Son rôle est principalement celui de la nociception. Il est composé également de récepteurs type Vater-Pacini qui permettent une adaptation à la rapidité du mouvement. En ce qui concerne l'anatomie du LCP, selon Macris, ses mensurations sont de 38 plus ou moins 2 mm de longueur et de 14 plus ou moins 0,8 mm de largeur. Son insertion fémorale se fait sous la forme d'un éventail à base proximale sur la face latérale du condyle médial de 11h à 4h en arrière du cartilage, environ 2 mm. Son insertion au tibia se fait au niveau de la surface rétrospinale qui est une dépression entre les deux plateaux tibiaux en arrière des épines et qui s'étend de 5 à 10 mm sous les surfaces articulaires. Comme cela a été bien décrit, il est également composé de deux faisceaux au même titre que le ligament croisé antérieur. Le faisceau postérolatéral est lui tendu de 30 à 90 degrés de flexion, tandis que le faisceau postéromédial lui est tendu en grande extension et en grande flexion au-delà de 120 degrés. Il est entouré également des ligaments ménisco-fémoraux de Humphrey-Wrisberg que nous décrirons ci-après. Il est composé de deux faisceaux qui ont été bien décrits, le faisceau antérolatéral qui lui est tendu entre 30 et 90 degrés de flexion et le faisceau postéromédial qui lui est tendu en grande extension et en grande flexion au-delà de 120 degrés. Pour ce qui est de son anatomie descriptive, il est horizontal en extension tandis qu'il se verticalise en flexion. Il est peu tendu en extension, c'est surtout le faisceau antérolatéral qu'il est à ce moment-là. Il augmente sa tension lors de la flexion. Il croise le LCP de manière tridimensionnelle, tout comme le LCA le croise d'une manière tridimensionnelle. Comme nous le verrons par la suite, ses fonctions sont surtout le contrôle de la translation tibiale postérieure, genou fléchi. Il contrôle également la stabilité rotatoire en médial et contribue à empêcher l'hyperextension. Il s'étend essentiellement dans le plan frontal et comme le LCA, il est extrasynovial mais intra-articulaire. Il a un aspect en sablier avec la zone centrale qui est moins vascularisée comme je vous l'ai déjà dit. Sa section est plus importante au niveau des zones d'insertion. Pour bien comprendre les principes de reconstruction du LCP, il faut donc bien comprendre les insertions de ce ligament au tibia à la surface rétrospinale et au fémur à la partie antérieure de la face latérale du condyle médial. Par ailleurs, comme pour le LCA, ces deux faisceaux doivent également être bien compris, mais cette fois-ci c'est l'inverse, c'est le faisceau postéromédial et antérolatéral. Il reste l'un des deux éléments du pivot central avec le LCA, et ces deux faisceaux ont des effets stabilisateurs différents, continu en flexion pour le faisceau postéromédial et progressif en flexion pour le faisceau antérolatéral. Donc, son insertion fémorale se fait sur la face axiale du condyle fémoral latéral. Les deux tiers du rebord antérieur du condyle sont occupés par le LCP en éventail de 1,5 à 5,8 mm du rebord cartilagineux. Sa forme peut être dite ovalaire ou semi-lunaire et déborde sur le sommet de l'échancrure. Le grand axe d'insertion de ce ligament fémur est de 30 mm et son insertion se fait à 2-3 mm du bord postérieur du cartilage du condyle. L'insertion au tibia se fait sur la dépression osseuse médiane de la surface rétrospinale qui elle est trapézoïdale à base postérieure, sur le rebord postérieur de l'épiphyse tibiale supérieure et en arrière des racines des deux ménisques. Il a par ailleurs été décrit un petit rebord osseux transversal séparant les insertions des deux faisceaux antérolatérales et postéromédial. Cette insertion se fait au voisinage de l'artère poplitée, à peu près à 7,5 mm en extension et à 10 mm en flexion. Cela étant bien visualisé, il est donc logique de comprendre tout le danger vasculaire qui réside
lors de la reconstruction du LCP, notamment lors de la réalisation du tunnel transtibial permettant de réinsérer le ligament croisé postérieur au tibia. Si on se concentre sur les faisceaux maintenant, le faisceau antérolatéral est le plus volumineux. Son insertion fémur est plus antérieure et tapisse le sommet de l'échancrure avec une différence de longueur de fibre allant de 20 à 37 mm à 90 degrés de flexion. Le faisceau postéromédial, lui, est plus grêle, plus court, et son insertion est plus postérieure au fémur, avec une insertion cependant plus médiale au tibia. Il s'agit d'un faisceau qui est plus long, étant d'environ 42 mm à 90 degrés de flexion. Ces deux faisceaux se modifient lors des mouvements de flexion et extension du genou. En extension, les fibres antérolatérales présentent une réserve de longueur permettant la flexion du genou. Ces fibres se mettent en tension à partir de 70 degrés de flexion avec un recrutement progressif des fibres. Si l'on part de l'extension à la flexion, la tension initiale se fait au niveau des fibres du faisceau postéromédial, puis se transpose aux fibres du faisceau antérolatéral. Puis, lorsqu'on passe en flexion maximale, les fibres à la fois du faisceau antérolatéral et du faisceau postéromédial sont toutes les deux tendues, permettant une action combinée en opposition à la translation postérieure du tibia. À ne pas oublier les ligaments ménisco-fémoraux. Si ceux-ci sont pourtant inconstants, ils ont un rôle propre. Le ligament ménisco-fémoral de Humphrey se situe en avant, il s'étend de la racine postérieure du ménisque latéral, puis s'étend très antérieur au fémur. Le ligament ménisco-fémoral de Vrisberg, lui, est plus latéral, s'insérant à la racine postérieure du ménisque latéral également, puis cheminant à la partie postérieure du ménisque latéral et s'insère en proximal à la partie postérieure du LCP au fémur. En venant entourer le ligament croisé postérieur, ceux-ci ont donc un rôle de renforcement du LCP, mais viennent également stabiliser la came qui est représentée par le pivot central. Ce qu'il faut comprendre avec le ligament croisé postérieur par rapport au ligament croisé antérieur, c'est que ce ligament est indissociable des structures stabilisatrices postérolatérales et postérieures pures qui composent l'articulation et les éléments de stabilité du genou. Il est composé de 8 éléments, le muscle et le tendon du poplité, le ligament collatéral latéral, le biceps fémoral, le fascia latal, les ligaments poplitéo-fibulaires et le ligament fabello-fibulaire, le ligament arqué et enfin la capsule articulaire. Ce qu'il est intéressant de noter, c'est que 5 de ces 8 éléments sont insérés sur la tête de la fibula et expliquent la fréquence des arrachements ou des fractures proximales au niveau de la tête de la fibula retrouvées dans les traumatismes importants qui peuvent générer donc une atteinte à la fois du LCP, des structures postérieures et postérolatérales. C'est donc cliniquement qu'il va être important de savoir rechercher une atteinte de ce point d'angle postéro-externe avec une recherche, comme nous le verrons plus tard, de signes cliniques spécifiques traduisant une atteinte conjointe du LCP et du ligament collatéral latéral avec la recherche d'une laxité en varus à 0 degré, donc en extension, la recherche d'un excès de rotation externe au dialtès à 30 degrés qui traduit l'atteinte du point d'angle postéro-externe mais également du point d'angle et du LCP à 90 degrés. Enfin, la recherche d'un rupture vatum spontanée à la mise en extension traduit une atteinte de ces structures postéro-latérales. Ainsi, je vous rappelle que le PAP, le point d'angle postéro-externe ou postéro-latéral, est un stabilisateur secondaire essentiel contre le tiroir postérieur. En vue latérale, on peut voir que ce point d'angle postéro-externe se prolonge en avant par le plan capsulo-ligamentaire latéral, qui inclut donc le ligament collatéral latéral, le tractus iliotibial avec ses fibres de Kaplan, mais également le ligament fabellofibulaire et le ligament poplité arqué. Enfin, pour terminer sur l'anatomie, le plan capsulo-ligamentaire postérieur, lui, est constitué de deux coques condyliennes, médiales et latérales, du ligament poplité oblique, du poplité arqué et du muscle poplité. Après l'anatomie, la biomécanique, donc le LCP est une structure viscoélastique et qui est résistante à la rupture en moyenne à 1700 Newton, avec une résistance qui est différente entre le faisceau antérolatéral qui est généralement plus résistant car plus épais et le faisceau postéromédial. Si on compare cette résistance à la rupture, elle est tout à fait comparable avec la plupart des transplants que l'on peut espérer utiliser dans une reconstruction du ligament croisé postérieur, à savoir le ligament patellaire, les ischio-jambiers, 4 faisceaux ou encore le tendon quadricipital. Du fait de son rôle prépondérant dans la stabilisation du genou lors de la mise en flexion de cette articulation, il est important de comprendre la répartition des contraintes biomécaniques entre les différents éléments de stabilité du genou, que ce soit le LCP ou les structures périphériques ligamentaires. Ainsi, le LCP intervient peu, jusqu'à 30 degrés de flexion, et c'est au-delà qu'il se met à intervenir jusqu'à devenir le frein principal à la translation postérieure du tibia à partir de 90 degrés de flexion. Ce qu'il faut retenir sur la biomécanique du LCP, c'est qu'il est résistant. Il a une résistance à la rupture d'au moins 1500 Newton, et son rôle est essentiellement celui de contrôler la translation postérieure du tibia en flexion maximale à 90 degrés. Le principal faisceau, c'est le faisceau antérolatéral, qui a une action essentiellement entre 30 et 120 degrés de flexion.
Et les ligaments ménisco-fémoraux, eux, sont les freins secondaires à la translation tibiale postérieure en très grande flexion. Il est primordial d'analyser une rupture du LCP en prenant donc en compte l'ensemble des structures ligamentaires du genou. Le point d'angle postéro-latéral est un frein primaire à translation tibiale postérieure en extension et un frein primaire à la rotation latérale. Une atteinte du ligament collatéral médial s'exprimera cliniquement étant donné que c'est un frein secondaire à translation tibiale postérieure en extension s'il y a une composante en rotation médiale. Si on parle de cinématique du genou maintenant, comme on l'a vu, le ligament croisé postérieur est un frein à la translation tibiale postérieure. Si on sectionne le ligament croisé postérieur, on aura une translation spontanée postérieure du tibia d'environ 11 mm. En cas de section du point d'angle postérieur externe, une translation postérieure de 3 mm. Et en cas d'association de la section de ces deux éléments, une translation beaucoup plus importante, pouvant aller de 25 à 30 mm. Ces deux éléments ont donc une action synergique en tant que frein postérieur pour limiter la translation tibiale postérieure. Deux autres actions du LCP, c'est la stabilité rotatoire en rotation médiale, du fait de l'enroulement avec le ligament croisé antérieur et de sa mise en tension dans les mouvements de rotation médiale. Il a enfin un rôle accessoire et limite les mouvements varus au niveau du genou. Sur le plan de la clinique, les ruptures du LCP sont beaucoup moins fréquentes que les lésions du ligament croisé antérieur et surviennent généralement pour des traumatismes plus violents. On voit cependant une augmentation des traumatismes sportifs responsables des ruptures du ligament croisé postérieur. Dû au type de mécanisme pouvant être responsable d'une rupture du ligament croisé postérieur, il existe une association lésionnelle avec les fractures du fémur ou les fractures du bord postérieur du cotyle, voire même les luxations de hanches natives. Lorsque l'on reçoit un patient présentant une de ces dernières pathologies, il faut donc ne pas oublier de faire un testing péropératoire systématique à la recherche d'arguments cliniques pour une rupture du ligament croisé postérieur. D'un point de vue physiopathologique, il s'agit donc de traumatismes violents, le plus souvent sur un genou à 90 degrés, c'est le fameux tableau de bord, ou encore de traumatisme direct sur la tubérosité tibiale antérieure. Ça, c'est souvent vu dans le cadre des accidents de la voie publique. Alors que, à contrario, dans les cadres des accidents sportifs, ce seront plutôt des hyperflexions avec une force directe antéro-postérieure qui sera appliquée, des traumatismes en flexion du genou avec flexion plantaire du pied, ou encore des hyperextensions passives, associées souvent dans ces cas-là à des ruptures du ligament croisé antérieur. En l'absence de réparation, les ruptures du LCP sont globalement bien tolérées lorsque celles-ci sont isolées cliniquement. Le patient passe par une phase d'adaptation durant un peu moins d'un an, puis une phase de tolérance fonctionnelle de 10 à 15 ans. Et ensuite se développe la phase arthrosique, avec le développement le plus souvent d'une arthrose fémorotibiale médiale et d'une arthrose fémoro-patellaire, le plus souvent également médiale. Il ne faut par ailleurs pas oublier que les capacités de cicatrisation du fait de la vascularisation ne sont pas les mêmes entre le ligament croisé postérieur et le ligament croisé antérieur. Contrairement à la rupture du LCA, dans le cadre d'une rupture du LCP, la gravité joue. Et donc, en cas de section du LCP, il n'y a plus de frein postérieur primaire à la translation postérieure du tibia, et donc le tibia va avoir spontanément une tendance à partir en arrière. Cela va se dérouler à 90 degrés de flexion, car en extension, ce sont les structures périphériques qui assurent la stabilité postérieure du genou. Suite à cette translation tibiale postérieure, il va y avoir donc une subluxation des plateaux tibiaux, entraînant donc un avalement de la TTA et un abaissement de la rotule en flexion. Il s'ensuit une modification du centre de rotation donc du genou et du mouvement d'action du quadriceps qui est alors diminué, ce qui entraîne une augmentation des pressions au niveau fémoro-patellaire et au niveau fémoro-tibial médial. En cas d'association à une lésion du point d'angle postérieur-externe, il y aura une répartition des pressions de contact encore plus importante, spécifiquement au niveau du compartiment fémoro-tibial médial, avec donc l'usure cartilagineuse prématurée et l'arthrose qui en découle. Ainsi, on retrouve donc l'histoire naturelle d'une rupture du ligament croisé postérieur, avec la survenue au fil du temps de douleurs antérieures secondaires à une arthrose fémoro-patellaire, de laxité, pouvant être associée soit à des lésions périphériques associées ou à une usure, due à la dégénérescence du compartiment médial, secondaire à des lésions méniscales médiales ou une arthrose médiale qui sera antérieure au tibia. En commençant par l'interrogatoire, il faut donc faire bien décrire le mécanisme initial. S'agit-il d'un AVP, ne pas oublier la moto, ce qui est extrêmement fréquent, ou en cas de sport, quel était le mécanisme, sans oublier qu'une simple chute sur la tubérosité tibiale antérieure peut être suffisant à léser le LCP. Au stade plutôt chronique, il faudra également rechercher des appréhensions, notamment dans les escaliers à la descente, une instabilité, voire des douleurs antérieures pouvant traduire le début d'une arthrose fémoro-patellaire. L'anamnèse peut ensuite orienter vers le type de lésion présentée par le malade. Une rupture isolée du LCP se retrouvera surtout dans des mécanismes en hyperflexion ou en cas de choc direct antéro-postérieur. Si ces mécanismes peuvent également être retrouvés dans les ruptures combinées, il faudra surtout les évoquer en cas de mécanisme de rotation
latérale du tibia forcé ou lors des mouvements varus valgus proches de l'extension, associés généralement également à une rotation. À la phase aiguë, il faut donc chercher des signes fonctionnels comme des douleurs non spécifiques, une notion de craquement, une reprise du sport impossible, mais surtout une instabilité rotatoire lors des changements de direction. L'inspection, elle, cherchera des arguments en faveur du mécanisme, comme une plaie ou une ecchymose au niveau de la TTA ou à la face antérieure du genou. Une déformation du membre devra bien entendu être recherchée pour éliminer une luxation de genou, et généralement une hémarthrose traduisant par un épanchement articulaire sera retrouvée, mais peut cependant être absent. Le bilan clinique sera complet après avoir éliminé une fracture à la radiographie. Les deux maîtres examens sont l'arrêt mou retardé au test de Lachman et le tiroir postérieur à 90 degrés de flexion. Il faudra aussi s'enquérir de rechercher une instabilité présentée par le patient, notamment en flexion, leur faire clarifier cette instabilité, dans quelle situation cela survient, aux escaliers par exemple, chercher l'instabilité latérale ou postérolatérale avec une décoaptation à la marche, ou encore des syndromes rotuliens pour introduire une atteinte débutante de l'articulation fémoro-patellaire. L'objectif majeur de cet examen clinique, outre le diagnostic, est de faire un bilan complet et exhaustif des lésions associées, que ce soit méniscales ou ligamentaires périphériques. En chronique, l'examen diffère mais est assez spécifique. On va retrouver un avalement de la TTA du fait de la gravité, un tiroir postérieur à 90, voire même idéalement à 70 degrés de flexion, le pied en rotation neutre, qui est le signe, lui, cardinal de la rupture du LCP. Et d'autres tests plus spécifiques ont également été décrits. Le step-off, le test de Lachman retrouve un arrêt dur retardé, sans ressaut, ce qui est important, la présence d'un récurvatum qui signe l'atteinte du point d'angle postéro-externe, et la recherche d'une hyperrotation externe, que ce soit au dial test, au test du récurvatum de Huxton, ou encore une hyperrotation externe majorée à 90 degrés de flexion. Nous allons donc séparer maintenant les signes d'examen clinique retrouvés plus spécifiquement qu'un de rupture isolée du LCP par rapport aux éléments cliniques retrouvés en cas de lésions associées des structures notamment périphériques. Ici des exemples d'avalement de la TTA. Donc cet avalement se fait en comparaison avec le côté contralatéral supposé sain. Il se fait à jour frisant et on voit donc une disparition du relief de la TTA de profil. L'examen clé clinique, c'est la recherche du tiroir postérieur. Il se fait sur un patient décubitus dorsal, le genou fléchi à 90 degrés de flexion. Certains disent qu'idéalement il doit être recherché à 70 degrés de flexion. C'est la position où on obtient le maximum de déplacement postérieur du tibia sous le fémur. Le pied est positionné en rotation neutre et l'examinateur doit être assis sur le pied du patient pour éviter de décoller celui-ci lors des manœuvres. Il permet une analyse quantitative du tiroir et c'est l'examen donc le plus sensible, 90% et le plus spécifique d'une rupture du LCP. Par ailleurs, il permet également un diagnostic topographique des éventuelles lésions associées. Si l'on met le pied en rotation latérale, on va pouvoir faire un testing des structures postérolatérales et si on le met en rotation médiale, un testing des structures postéro-médiales. Autre élément clinique de diagnostic, le step-off test qui permet une évaluation quantitative. Il a été décrit par Chris Arner dans la JSM en 98. Normalement, à 90 degrés de flexion, le plateau tibial médial est en avant et débordant par rapport au condyle médial à 90 degrés de flexion. Le step-off est donc quantifié en 3 grades. Tout d'abord le grade 1 avec un bord antérieur du plateau tibial affleurant au condyle ou reculé de seulement 5 mm, un grade 2 entre 5 et 10 mm de recul et un grade 3 franchement reculé à plus de 10 mm de recul. Il s'agit certes d'une approximation, mais celle-ci permet quand même d'établir déjà l'importance de la laxité postérieure directe du tibia. À l'opposé du jerk test, le reverse pivot shift a été également décrit et se fait sur un genou fléchi à 80 degrés, le patient relâché, détendu hors des cubitus dorsal. On maintient le pied en rotation latérale et on applique une contrainte en valgus et on va ressentir donc ce ressaut, ce faisant lorsque l'on étend le genou sous l'effet de la gravité. Enfin, même s'il n'est pas déterminant, il a surtout un intérêt pronostique, a également été décrit par De Jour, il y a bien longtemps, le test de réduction active du tiroir qui, lors d'une contraction active contre résistance du quadriceps, doit entraîner une réduction du tiroir postérieur. Celui-ci est très important parce que c'est lui qui, en préopératoire, va permettre au chirurgien d'évaluer la réductibilité du tiroir postérieur. En extension, maintenant, il faut rechercher une hypermobilité des compartiments médiaux et latéraux, une laxité en valgus, flexion, valgus, extension pour les lésions postéromédiales, une laxité en varus, flexion ou varus, extension pour les lésions postéro-latérales. La recherche d'un tiroir antérieur près de l'extension ou faux test de Lachman permettra, par la mise en évidence d'un arrêt mou retardé, de confirmer le diagnostic, tout comme le récurvatum
en rotation externe ou test de Huxton. Il faut également rechercher un récurvatum excessif en comparaison, comme pour l'avalement de la terre, le côté contralatéral qui va traduire le plus souvent une lésion du papé ou au moins des coques postérieures. Par ailleurs, la présence de ce récurvatum doit de fait alerter l'examinateur sur la présence d'un patient présentant un genou multiligamentaire. Pour ces structures postérieures et postérolatérales, le dial test est déterminant. Le patient est mis en décubitus ventral, on serre les pieds et on met de la rotation externe simultanément au niveau des deux membres inférieurs, à la fois à 90 et à 30 degrés de flexion. Ce test sera alors positif si on a une majoration de la rotation externe à l'une de ces deux amplitudes de flexion. S'il est positif à 30 degrés de flexion seulement, cela suggère une atteinte isolée du point d'angle postéro-externe, alors que s'il est positif à la fois à 30 et à 90 degrés de flexion, cela signe une atteinte combinée à la fois du LCP et du point d'angle postéro-externe. Pour pouvoir parler de laxité postérieure isolée, cela impose une absence de décoaptation à la marche, traduisant une atteinte du plan postérolatéral, de laxité périphérique, d'asymétrie des rotations tibiales, notamment au dial test, et des tests dynamiques positifs. L'ensemble de ces signes correspondent à des signes d'atteinte périphérique et nous sommes dès lors plus dans le cadre d'une laxité postérieure isolée. À la fin de l'examen clinique, on doit être capable de pouvoir classifier la lésion en fonction des différents types d'instabilité postérieure existants. On peut avoir une laxité postérieure directe isolée avec un LCP isolé. Les deux plateaux alors reculent de manière simultanée par rapport au fémur. On va avoir les laxités postérolatérales avec une atteinte du LCP, du poplité et du papé. Les atteintes postéro-postérolatérales avec une atteinte du LCP, du ligament collatéral latéral du poplité et du papé, et les instabilités postéro-postéromédiales traduisant une atteinte du LCP, du ligament collatéral médial et du papy. Par exemple, dans le cas des instabilités postéro-postérolatérales, on va avoir un plateau latéral tibial qui va reculer de manière plus importante en relation avec l'association de la translation et de la rotation latérale tibiale secondaire aux lésions des structures postérolatérales. Pour faire le bilan des lésions postérolatérales et notamment du ligament collatéral latéral, cette batterie de tests nous permet de pouvoir différencier une atteinte du LCL et du LCP. En cas d'atteinte du LCL, le récurvatum sera négatif car les structures postérieures sont saines. Le reverse pivot shift peut être équivoque, on ne retrouvera pas d'hypermobilité en RE au dial test. La palpation du LCL sera douloureuse et on aura une laxité en varus, notamment en extension. L'atteinte du papé se différenciera par la présence d'un récurvatum test positif, la présence d'un reverse pivot shift et d'une hypermobilité en RE. La palpation du LCL sera indolore, il n'y aura pas de laxité en varus, cliniquement en extension. Pour ce qui est du bilan radiographique, celui-ci est indispensable avec des radiographies de genoux de face, de profil, un DFP à 30 degrés de flexion. Si le sujet a plus de 40 ans, il faudra lui prescrire un pangonogramme, d'autant plus s'il a un trouble d'axe type génuvalgum ou génuvarum. Et enfin, le testing sous AG avec ampli au bloc opératoire permet de fournir des informations primordiales, notamment avec des clichés en stress. L'intérêt est surtout dans le débrouillage en éliminant des fractures associées qui peuvent être des urgences, mais on peut retrouver des arrachements au niveau de l'insertion tibiale du LCP, des fractures de la tête de la fibula, des fractures médiales de second qui avaient été décrites par Ole Hockman, ou encore un discret recul du plateau tibial postérieur par rapport au côté contralatéral. En plus de ce bilan radiographique standard, de nombreuses incidences spécifiques ont pu être décrites pour anticiper les lésions présentes et pour pouvoir quantifier cette laxité postérieure. Parmi ces incidences, la mesure du tiroir postérieur spontané sur un cliché de profil genou fléchi, les clichés en stress, en tiroir postérieur ou en varus valgus forcé, les radiodynamiques en décubitus latéral et contraction des ischio-jambiers venant de manière dynamique majorer le tiroir postérieur chez le patient. Également les fameuses incidences de Pudduchamba en défilé fémoro-patellaire, le gravity side view, les incidences agenouillées clichés dits de Bartlett ou encore le télos. Si aucune de ces incidences n'a pu démontrer sa supériorité par rapport aux autres, l'association de l'ensemble de ces incidences permet de confirmer le diagnostic, mais surtout l'utilisation d'au moins une de ces incidences a un rôle primordial, notamment dans le suivi des malades afin de s'assurer de la bonne correction après reconstruction du LCP. L'un des avantages de l'incidence de Bartlett ou le kneeling view, l'incidence agenouillée, permet cependant une bonne reproductibilité par rapport aux autres clichés avec un bon contrôle de la flexion et un bon contrôle du point d'application de la force. En effet, le stress appliqué au niveau du tibia, qui est représenté par le poids du malade, est reproductible dans le temps, adapté à son morphotype. Il est moins douloureux que par exemple le télos ou les clichés dynamiques forcés en varus ou en tiroir postérieur. Actuellement, le télos reste très utilisé. Il est utile notamment dans les lésions chroniques isolées du LCP pour permettre une quantification très précise de la translation tibiale postérieure.
En permettant une mesure de la laxité en millimètres de manière comparative avec le genou sain, il peut s'agir d'un critère décisionnel à l'intervention. Cependant, il ne faut pas oublier que les forces qui s'appliquent sont entre 15 et 25 kg et que donc ce n'est pas un examen à considérer en cas de genou toujours douloureux à la phase aiguë. L'examen clé, comme pour le LCA, reste l'IRM, non injecté T1, T2, FATSAT, avec un radiologue ostéo-articulaire spécialisé et si possible expérimenté dans ces pathologies. Cet examen permettra le diagnostic ligamentaire précis au niveau du pivot central et des plans périphériques. Il permettra de mettre en évidence des lésions directes ou des signes indirects de lésions du papille ou du papeux, mais également la recherche de lésions méniscales qui sont fréquemment associées ou de lésions chondrales. Seront évocateurs d'une rupture du LCP directement sur les coupes sagittales, les ruptures partielles ou les ruptures complètes, et la présence d'un hyposignal au niveau du LCP. L'IRM se faisant en position allongée, un des signes indirects sera la mise en évidence d'un tiroir postérieur spontané chez le patient et d'un point de vue méniscal est souvent retrouvée la lésion du segment antérieur du ménisque latéral. Enfin, même s'il ne s'agit bien entendu pas d'un examen complémentaire, l'arthroscopie permettra de confirmer le diagnostic en retrouvant un ligament croisé distendu qui se tend lorsqu'on applique un tiroir antérieur opératoire et la visualisation de la disparition du LCP. Il est intéressant de noter par ailleurs que cette disparition du LCP est généralement incomplète, il persiste, contrairement au LCA qui peut parfois totalement disparaître, souvent un remnant de LCP au niveau de ses insertions qui va pouvoir permettre d'aider à la mise en place des tunnels lors de la reconstruction. Pour ce qui est des principes thérapeutiques, bien entendu éliminer une urgence, une luxation de genou, une atteinte bicroisée, voire une plaie articulaire. Ces deux situations sont des situations devant amener à une prise en charge généralement au moins orthopédique, voire chirurgicale précoce. Il faudra éliminer les urgences vasculaires au niveau de l'artère poplitée et stabiliser si besoin le fémur et le tibia à l'aide d'un fixateur externe. Une fois ces situations écartées, deux cas de figure principaux, les lésions bicroisées sont atteintes vasculaires avec des genoux très instables. Dans ce cas-là, il faut savoir, notamment chez le sujet jeune, proposer une hospitalisation avec une IRM précoce pour un bilan exhaustif des lésions et proposer une chirurgie idéalement dans les 3 semaines. La seconde situation est celle d'une triade ou d'une lésion isolée LCA-LCP avec un genou stable lorsque l'on met en place une attelle. La prise en charge peut dès lors être ambulatoire avec une kinésithérapie initiale et le patient sera revu cliniquement à 3 semaines. Après un examen clinique complet, il doit donc être possible de pouvoir classifier la lésion. Il peut s'agir d'une rupture isolée du LCP ou associée à une atteinte des structures postérolatérales ou postéromédiales ou une atteinte combinée LCA-LCP. En plus de la clinique, la laximétrie pourra nous permettre de différencier les petites laxités de moins de 10 mm des grosses laxités de plus de 15 mm. Enfin, on classifiera cette rupture en fonction qu'il s'agisse d'un stade aigu ou d'un stade chronique. Ce qu'il faut toujours garder en tête, c'est que ces lésions sont souvent issues de traumatismes graves. Bien qu'on ait éliminé l'urgence vasculaire, le pronostic est souvent dépendant de la rapidité et de la qualité de la prise en charge du patient. On devra alors choisir entre un traitement conservateur ou un traitement chirurgical. Les indications du traitement chirurgical seront dépendantes de la clinique et notamment de la réductibilité du tiroir. Il sera donc indispensable de bien classifier les lésions sur examen clinique, car c'est sur cette classification indispensable qu'on posera l'indication, et cela nous permettra une meilleure évaluation et comparaison de nos résultats. Et ce d'autant plus qu'il y a actuellement une multiplication des techniques chirurgicales décrites. Du fait du potentiel de cicatrisation du LCP, le traitement orthopédique est tout à fait envisageable. Il nécessite une prise en charge correcte dans les 3 premières semaines afin d'obtenir un genou qui soit réduit, non maintenu en tiroir postérieur et sans tension sur le LCP. Une attelle en extension sera maintenue pour 6 semaines, puis on pourra débuter la kinésithérapie. Cette kinésithérapie aura principalement pour but de lutter contre la translation tibiale postérieure avec la contraction du quadriceps et de lutter contre le syndrome rotulien. Secondairement, on pourra discuter la reprise du sport qui devra être progressive après une adaptation fonctionnelle du genou. Les meilleurs résultats de cette prise en charge sont pour des patients présentant une faible laxité. Du fait de l'absence de gêne chez certains patients, même en l'absence de traitement orthopédique, le traitement chirurgical doit donc être posé avec parcimonie. On pourra proposer une chirurgie en cas de patient symptomatique, de genou multigamentaire, bien évidemment en cas de lésion associée, chondrale ou méniscale, en cas d'avulsion osseuse du LCP du fait de la simplicité relative du geste, et donc l'examen par l'aximétrie devient donc indispensable pour poser l'indication. Celle-ci devient licite à partir du grade 2, quasiment systématiquement à partir du grade 3 de laxité. Dans tous les cas, elle répondra à des règles précises en termes de reconstruction intra-articulaire, comme nous le verrons que ce soit pour le choix de la greffe, du positionnement des tunnels osseux, sa réalisation en arthroscopie ou en chirurgie ouverte, la stabilité mécanique immédiate de la greffe et de la rééducation.
Dans le cadre de la rupture aiguë, le cas de l'avulsion est un bon exemple d'indication chirurgicale avec des bons résultats. La technique sous arthroscopie ont pu être décrites pour maintenir une bonne position dans le temps que la consolidation osseuse se fasse, soit par bouton, soit par vis. En cas de rupture isolée du LCP, on peut avoir une préférence à proposer un traitement chirurgical chez un patient jeune avec une autogreffe en un seul faisceau, mais la chirurgie peut être discutée et on peut, dans certains cas, opter pour un traitement conservateur fonctionnel. Cependant, chez un patient jeune, sportif ou avec une importante laxité ou d'autres atteintes ligamentaires, on ne pourra pas surseoir au traitement chirurgical. Si on se base simplement sur la laxité, donc le bilan minimum est bien entendu des clichés en stress, tiroir postérieur valgus varus et l'IRM. En cas de petite laxité traduisant avec CP isolé, sans lésion méniscale ou une lésion cicatrisable, un traitement conservateur est tout à fait envisageable avec une réévaluation de la gêne fonctionnelle à 3-4 mois. En cas de grande laxité, il faudra proposer une reconstruction du LCP et déterminer au préalable les gestes associés, que ce soit méniscaux ou osseux à type d'ostéotomie tibiale. En cas de rupture postéro-postéro-latérale, il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'une urgence thérapeutique. Le point d'angle postéro-latéral cicatrise très mal avec le traitement médical. Cela sera suspecté cliniquement par une laxité de plus de 15 mm, un varus augmenté à 30 degrés de flexion, une augmentation de la rotation tibiale latérale, du tiroir en rotation latérale, et notamment en cas de reverse pivot shift retrouvé cliniquement. Pour ce qui est des ruptures postéro-postéro-médiales, ce n'est pas la même chose. On a une très bonne capacité de cicatrisation du papy si on a le genou immobilisé dans une attelle permettant de corriger le tiroir postérieur. Ce sont les attelles spécifiques. Ces lésions s'exprimeront cliniquement par une laxité importante de plus de 15 mm, un valgus augmenté à 30 degrés de flexion et une augmentation du tiroir en rotation médiale. En cas de chirurgie immédiate, du fait des lésions présentes, qu'elles soient méniscales ou ligamentaires, il faudra tout reconstruire avec une reconstruction à la carte, que ce soit au niveau méniscal, des ruptures du ligament collatéral latéral par exemple. Pour information, on sait que si on a un arrachement musculaire du poplité, sa reconstruction est inefficace, il faudra le reconstruire. En chronique, il sera possible de proposer différents traitements en fonction des lésions retrouvées. On pourra proposer une plastie postérolatérale en cas de lésion du poplité, une plastie du ligament collatéral latéral, une OTV ou une ostéotomie de normocorrection en cas de désaxation varus, voire même des plasties postéromédiales en cas de lésion du papy s'exprimant cliniquement. Avant d'entamer une reconstruction du LCP, il y a un cahier des charges à remplir. Il va falloir choisir la greffe, déterminer si on fait une reconstruction simple ou en double faisceau et choisir ses moyens de fixation. Il faudra alors décider si on fait une reconstruction anatomique ou isométrique, si on fait par arthrotomie ou arthroscopie, si par arthroscopie, quelle voie arthroscopique faire. Au niveau du tibia, est-ce qu'on fait une fixation transtibiale ou en inlay, et au fémur, une fixation in-out ou out-in. Contrairement au LCA, dans le croisé postérieur, il faut lutter contre la gravité, il faut donc tout mettre de son côté pour que la tenue mécanique primaire de notre construction soit optimale. Comme pour le LCA, de nombreuses greffes sont disponibles et peuvent permettre une reconstruction tout à fait satisfaisante du ligament croisé postérieur. Il ne faudra pas oublier que comme cela est vu dans beaucoup d'études, on peut également utiliser les allogreffes, mais ces allogreffes sont surtout l'apanage des Américains qui ont une facilité d'accès plus importante que nous, même si les banques d'os et les banques de tissus sont désormais de plus en plus accessibles. Il faut dans tous les cas privilégier la technique que l'on maîtrise et si possible éviter de fragiliser l'appareil extenseur. C'est une chirurgie complexe, il ne faut pas hésiter en début d'apprentissage à la faire à 2 opérateurs afin de diminuer le temps chirurgical. Cela permettra de faciliter la préparation des greffons notamment. Ne pas oublier dans le cas d'un genou ligamentaire qu'il faut adapter la stratégie et les choix de greffe en fonction des disponibilités sur le patient ou des allogreffes. Il faut penser également que le LARS peut être une bonne solution en aigu. Il va falloir utiliser des moyens de fixation qui sont généralement en fonction des habitudes et ne pas oublier le killer turn qui est l'un des points fatidiques lorsque l'on passe la baguette osseuse au niveau tibial. On peut proposer des autogreffes homolatérales ou, exceptionnellement dans le cadre des genoux multiligamentaires, contralatérales. On peut utiliser le tourneau rotulien, le tourneau quadricipital, les ischio-jambiers. Même si celles-ci sont peu utilisées en France, nous avons désormais beaucoup de banques de tissus. Les allogreffes sont une solution parfaitement envisageable, notamment pour les reconstructions des plans latéraux en cas de genoux multiligamentaires. On pourra utiliser également des renforts au fascia lata ou encore des ligaments synthétiques, notamment en aigu. Pour ce qui est du ligament patellaire issu d'un prélèvement classique, la baguette tibiale de 25 mm, 10 mm de large, la baguette rotulienne qui devra être positionnée au niveau du fémur sera plus courte pour éviter le killer turn lors du passage du tunnel tibial en intra-articulaire. Elle sera de 15 mm sur 10 à 11 mm de large.
Certes, ce prélèvement, tout comme pour le LCA, garde une certaine morbidité et demande une technique exigeante. Ce transplant via les baguettes osseuses, qui sont certes difficiles à passer mais qui permettront une bonne tenue primaire, permettront également une bonne tenue lorsque l'on fixera le greffon, notamment si on utilise des vis. Pour l'utilisation du tendon quadricipital, on utilisera une incision suprarotulienne classique, le prélèvement d'une baguette rotulienne de 25 mm sur 10 mm de large, et le tendon sera secondairement prélevé sur une longueur de 8 cm et 10 mm de large. Bien que beaucoup de gens recommandent de prendre que les deux feuillets superficiels pour ne pas faire de diffraction intra-articulaire, il n'y a absolument aucune contre-indication à prélever l'ensemble de l'épaisseur du tendon quadricipital qui pourrait être refermé en fin d'intervention pour optimiser le positionnement d'un maximum de collagène au sein de l'échancrure. Sur les baguettes osseuses, tout comme pour le tendon rotulien, il faudra des fils de traction, idéalement solides. Ceux-ci peuvent d'ailleurs être métalliques, ce qui permet de suivre l'évolution de la baguette osseuse dans le tunnel tibial. Du fait que ce soit au tibia que doit être fixée la baguette osseuse dans la reconstruction du LCP, cela nous permet, contrairement au ligament patellaire, d'éviter le killer turn en faisant passer en intra-articulaire la portion strictement tendineuse. Les ischio-jambiers, enfin, sont de prélèvement facile, reproductible, c'est une technique qu'on a l'habitude d'utiliser, avec une morbidité moindre, notamment au niveau de l'appareil extenseur. Ce transplant présente l'avantage d'être une très bonne longueur, ce qui peut être un avantage lors des reconstructions du LCP. Il conserve une rigidité et une élasticité proche du LCP natif, et du fait de l'absence de baguette osseuse, il y a une bonne facilité d'implantation de ce transplant lors de la reconstruction. On pourra utiliser les endoboutons réglables en fin d'intervention pour augmenter la tension du montage. La fixation os-tendon est bien sûr moins bonne, surtout au tibia, mais l'avantage de ce prélèvement est de supprimer de facto, via le prélèvement des ischio-jambiers, un facteur de translation tibiale postérieure. On pourra utiliser en aigu des ligaments synthétiques, appelés LARS, dans les 3 premières semaines, dans la prise en charge notamment des genoux multiligamentaires. Dans cette indication, il jouera le rôle de tuteur biologique à la cicatrisation du ligament croisé postérieur, et des bons résultats ont été retrouvés à moyen terme. On pourra, une fois le choix de greffe choisi, définir si on fait une reconstruction simple ou double faisceau. Si on veut faire un double faisceau, c'est parfaitement possible avec un tendon quadricipital ou un ligament patellaire, auquel cas pour le ligament patellaire, on pourra séparer la baguette osseuse en deux afin d'avoir une baguette entrant dans chacun des tunnels reconstruisant chacun des faisceaux, et pour le tendon quadricipital, on gardera la baguette osseuse pour la fixation au tibia. Pour synthétiser au niveau des transplants, le ligament patellaire permet une fixation os-os et est solide, mais on affaiblit l'appareil extenseur et on peut avoir des problèmes de longueur. Il conserve une morbidité propre, mais qui sera toujours moindre que si l'on prélevait le ligament patellaire du côté contralatéral. On recommande de prélever le côté contralatéral que si vraiment nous n'avons pas à disposition suffisamment de transplants sur le genou opéré. Le tendon quadricipital touche l'appareil extenseur également, peut également avoir des problèmes de longueur, mais il n'y a pas de rejet et une morbidité moindre par rapport au ligament patellaire. Les ischio-jambiers restent solides s'ils sont suffisamment faufilés, en cas de faisceau idéalement, et tendus correctement. Il n'y a pas de problème de longueur avec ce transplant. Cependant, il persiste le problème de la fixation os-tendon qui est moins bonne. Les allogreffes ne sont pas morbides pour le patient et il y en a plusieurs types. On peut par exemple avoir des allogreffes au tendon d'Achille pouvant permettre l'obtention d'une cheville osseuse au niveau de l'insertion du tendon d'Achille à une longueur très satisfaisante. Il y a également des allogreffes au tendon rotulien permettant une fixation os-os au niveau à la fois du tibia et du fémur. Cependant, des rejets aigus ont pu être décrits, de même qu'une réponse immunitaire présente pour Chris Arner dans plus de 50% des cas. Les ligaments artificiels ne présentent aucune morbidité, mais des taux de rupture quand même assez importants en littérature, de même que des taux d'hydarthrose persistante ou d'infection. Il faut donc les utiliser avec parcimonie. Concernant le positionnement des tunnels au fémur, on se rend compte sur les études biomécaniques que si on reconstruit simplement au niveau du point isométrique, se situant entre le point d'insertion du faisceau antérolatéral et postéromédial, que l'on est efficace sur le tiroir postérieur seulement entre 50 et 70 degrés de flexion. Si on ne reconstruit que le faisceau antérolatéral, on se rend compte qu'on ne sera efficace que entre 0 voire 30 à 90 degrés de flexion uniquement et qu'au-delà, on ne sera plus efficace. Et c'est finalement seulement la reconstruction à double faisceau qui semble pouvoir être capable de restaurer de manière satisfaisante la stabilité du genou sur toute l'amplitude de mouvement. Si on veut reproduire l'anatomie et couvrir le plus large champ d'action pour restaurer la stabilité du genou, il faudra alors opter pour un double faisceau. Bien que très séduisante, il ne faut pas oublier que cette technique est très difficile chirurgicalement. Il va falloir gérer la tension entre chacun des brins lors de la fixation. Il peut y avoir des distensions des faisceaux et également des effondrements osseux entre les différents tunnels.
Si on décide d'une reconstruction simple faisceau, il faudra alors se rapprocher du faisceau antérolatéral, car la technique d'isométrie ne semble pas suffisamment efficace en cas de rupture du LCP isolé afin de contrôler au mieux la stabilité du genou. Schématiquement, donc, on proposera plutôt une reconstruction double faisceau en cas de tiroir postérieur très important, de plus de 15 mm, de laxité chronique, ou surtout en cas de lésion périphérique associée, notamment du plan collatéral latéral. Il faut savoir d'ailleurs que cette reconstruction devra idéalement être faite dans le même temps. Il faut donc bien peser les pour et les contre lorsqu'on décide de faire une reconstruction double faisceau et prendre en compte le temps chirurgical attendu. Nous allons maintenant parler un peu plus de technique chirurgicale, que ce soit à ciel ouvert ou sous arthroscopie. Avant l'avènement de l'arthroscopie, les reconstructions se faisaient parfaitement bien sous arthrotomie. Celle-ci associait une arthrotomie antéromédiale à une boîte triquée postérieure et consistait à la fixation d'un pavé osseux, soit par un ligament patellaire, soit par un tendon quadricipital, en lieu et place de l'insertion native au tibia du ligament croisé postérieur. Cependant, cette technique reste plus invasive et nécessite notamment une double installation. Via l'utilisation d'un greffon avec une pastille osseuse fixée, la voie en inlay qui se fait via une voie d'abord postéro-médiale entre le gastrocnémien médial et le semi-membraneux permet surtout d'éviter le killer turn. Pour ce qui est de la fixation au fémur, celle-ci est un peu plus aisée également, avec sous contrôle de la vue le positionnement donc des deux tunnels en cas de volonté de reconstruire à double faisceau, et puis après une fixation standard pouvant être par vis ou par endo-bouton également. Les avantages, outre le killer turn, c'est également un bon contrôle vasculaire au niveau du réseau poplité et une laxité résiduelle qui était décrite comme inférieure. Les inconvénients, c'est la mise en place d'un matériel d'ostéosynthèse qu'il faudra éventuellement retirer et cette double installation. Se pose aussi la question sous arthroscopie, si on veut faire un inlay, des techniques arthro ont été décrites pour faire des inlays, de la nécessité d'avoir un fil suffisamment solide pour passer en transtibial sans que celui-ci ne casse lors de la fixation. L'alternative à la fixation tibiale en inlay est la fixation sous arthroscopie transtibiale qui présente les avantages de pouvoir diminuer le risque septique ou d'hématome, d'être fait avec une installation habituelle et sans double installation. Les inconvénients sont bien entendu représentés notamment par le risque vasculaire avec les vaisseaux poplités, la nécessité d'utiliser un amplificateur de brillance, ce qui vient rajouter et rallonger la procédure opératoire, et puis également le killer turn et le risque d'abrasion de la greffe lorsque celle-ci passe dans le tunnel transtibial, ce qui pourrait expliquer la persistance du tiroir postérieur qui a pu être retrouvé dans des résultats in vitro qui allaient en faveur de la technique en inlay. Enfin, il ne faut pas oublier que des syndromes de loge postérieure ont également été décrits par cette technique du fait de l'effraction capsulaire postérieure avec le liquide arthroscopique venant s'accumuler au niveau de la loge postérieure de jambe. Comme pour tout, dès qu'une technique arthroscopique se développe, vous aurez maintenant à disposition de nombreux ancillaires avec de nombreux systèmes de visée notamment, et il faudra donc utiliser le matériel que vous connaissez et la technique que vous maîtrisez. En cas de prise en charge arthroscopique, l'installation est donc classique, en décubitus dorsal, garrot à la racine du membre avec une barre à genoux. On pourra facilement positionner l'amplificateur afin de pouvoir faire le contrôle du tunnel tibial. On utilisera le matériel d'arthroscopie classique et l'ancillaire spécifique. Comme je vous le disais précédemment, il faudra régler l'arthropompe à un débit modéré, 40 mm de mercure maximum en prévention du syndrome de Loge. Les voies antéromédiales et antérolatérales classiques seront utilisées, ainsi que la voie postéromédiale en cas de fixation transtibiale. Celle-ci sera plus facultative en cas d'utilisation d'un ligament synthétique. Le positionnement de cette voie d'abord postéromédiale est généralement 3 cm au-dessus de l'interligne, un peu en arrière de celle-ci, et est idéalement faite sous contrôle visuel et à l'aiguille. On pourrait y associer une voie postérolatérale si on fait du transseptal. Je vous rappelle que dans ces cas, on travaille dans un espace de travail réduit, cloisonné et qui est plus large en proximal. Cet espace va augmenter en flexion et faire reculer les vaisseaux, ce qui limitera le risque vasculaire. L'exploration sera ensuite complète, comme on le fait habituellement, en passant par l'ensemble des compartiments. On pourra traiter l'ensemble des lésions cartilagineuses ou méniscales mises en évidence, puis on pourra nettoyer l'échancrure en conservant bien le LCA et si possible en conservant le moyen du LCP et en préservant les ligaments ménisco-fémoraux. La troisième voie sera faite en glissant l'arthroscope entre le LCA et le condyle médial, genou à 45 degrés, venant pousser celui-ci dans le compartiment postérieur. Puis enfin, on pourra éventuellement compléter par la réalisation d'une quatrième voie postérolatérale. Toujours dans un cadre de sécurité, on pourrait utiliser également une voie transseptale afin d'obtenir une meilleure visualisation également de la gouttière rétrospinale. Celle-ci peut être faite par la technique du back and forth, c'est-à-dire que l'on crée d'abord la voie postéromédiale, genou à 90 degrés de flexion,
Puis l'arthroscope à 30 degrés est introduit par voie postéromédiale au-dessus du LCP contre le septum. On pourra alors retirer l'optique et mettre en place à la place le mandrin, le pousser à travers le septum parallèlement au condyle en direction en avant et au-dessus de la tête des fibula. Sur le relief du mandrin, on pourra alors effectuer une contre-incision latérale et placer donc le scope. Il faudra s'attacher à préserver le remnant qui servira à la fois de repère au bon positionnement et de tuteur à la bonne cicatrisation du LCP. L'utilisation de la voie transseptale permet d'avoir accès directement à l'orifice du tunnel tibial, pouvoir le nettoyer si besoin et surtout utiliser des pinces permettant de faciliter le passage de la greffe, notamment en cas de baguette osseuse avec l'utilisation du ligament patellaire. Le dernier avantage de cette technique est de pouvoir théoriquement s'abstenir de l'utilisation de l'amplificateur de brillance. L'objectif de l'amplificateur de brillance, c'est surtout la sécurité pour s'assurer du bon positionnement du tunnel tibial qui peut avoir tendance à être positionné initialement trop antérieur. Cela permet également de prévenir le risque vasculaire. Il peut également être possible, si on utilise des filtrateurs métalliques, de suivre la progression du greffon lors de son passage en transtibial. Dans l'absolu, le positionnement arceau en haut ou arceau en bas de l'amplificateur de brillance ne pose pas de soucis. Ce qui compte, c'est que l'opérateur et son équipe soient confortables et qu'aucun geste ne puisse être gêné par le positionnement de cet amplificateur de brillance. Contrairement au LCA qui peut avoir tendance à complètement disparaître de l'échancrure, il y a toujours un remnant de LCP visible lors de la reconstruction. Le faisceau antérolatéral a été évalué à 17,4 mm de la corticale postéro-proximale du condyle, tandis que le faisceau postéromédial, lui, à 23,9 mm de la corticale postérieure et proximale du condyle. Pour le tunnel fémoral, il faudra donc bien débrider la face axiale du condyle médial. Le viseur sera passé par la voie antéromédiale et on pourra donc faire soit un forage de dehors en dedans avec un viseur à 90 degrés ou de dedans en dehors via un tunnel borgne, imposant une voie antérolatérale très latérale, voire une troisième voie pour positionner de manière optimale les tunnels. Attention, le condyle latéral, lors de ce forage, peut être abîmé par les mèches. En cas de reconstruction simple faisceau, le pointeur du viseur doit être à la jonction paroi axiale du condyle et toit de l'échancrure, à 10h30 sur un genou gauche et à 13h30 sur un genou droit. Il y a un intérêt évident à utiliser le reliquat du LCP pour se positionner et la pointe du viseur doit être en arrière du cartilage, le bord antérieur du tunnel devant être 3 mm en arrière de ce même cartilage. En cas de reconstruction de faisceaux, il faut donc forer deux tunnels. Un est à 11h, c'est le faisceau antérolatéral, et l'autre à 9h, c'est le faisceau postéromédial, 6 mm en arrière du précédent. On parle d'un genou gauche. En cas de vis de dehors en dedans, les pointes des broches guides doivent être convergentes mais distantes de 2 cm pour éviter que les tunnels se croisent. Pour le tunnel tibial, celui-ci est fait entre 70 et 90 degrés de flexion. Le guide tibial spécifique est introduit par la voie médiale. La pointe du viseur est positionnée sur la surface rétrospinale, 1,5 cm environ en dessous de l'interligne. La broche guide peut être mise via la voie antéromédiale au tibia qui doit être en avant de la patte doigt, sous contrôle radiologique complémentaire, avec un trajet médiolatéral d'environ 15 degrés et un angle de 50 degrés idéalement avec la verticale. Il devra être réalisé en fin d'intervention, juste avant de monter la greffe, pour éviter la déperdition d'eau qui s'ensuivra. Si la scopie est utilisée, on pourra contrôler que le positionnement de la broche soit bien postérieur à la corticale postérieure du tibia, environ 5 mm en avant, pour éviter de faire une effraction de cette corticale postérieure lors du forage du tunnel. Idéalement, il faudra que la broche sorte au tiers postérieur de la surface rétrospinale dans sa partie latérale. Il faudra protéger le paquet lors du forage, si possible en utilisant par les voies postérieures un switch and stick venant faire reculer la capsule postérieure et un débridement large de l'orifice postérieur du tunnel tibial devra être fait, d'où l'intérêt encore une fois d'utiliser la voie transseptale. Le passage de la greffe se fait en utilisant des fils solides, idéalement métalliques. Il faudra faire passer un fil relais du fémur au tibia et monter la greffe du tibia au fémur. Pour éviter le killer turn, le virage de la greffe se fera vers l'avant depuis sa sortie au tibia. On pourra utiliser un switch and stick afin de pouvoir permettre une traction axiale depuis le tunnel tibial, puis vers le haut et le dedans pour entrer dans le tunnel fémoral. Dû à cela, il faudra, en cas de baguette osseuse au fémur, prévoir une baguette courte de maximum 15 mm. Il faudra bien préparer l'orifice du tunnel tibial par les voies postérieures et éventuellement, si besoin, un lars pour préparer le trajet. En cas de fixation un faisceau, on réduira tout comme pour LCA le tiroir. Il faudra donc réduire à 90 degrés le tiroir postérieur. Si deux faisceaux, la fixation du faisceau antéro-latéral se fait à 90 degrés de flexion et celle du faisceau postéro-médial proche de l'extension, mais pas à plus de 30 degrés de flexion.
Plusieurs moyens de fixation possibles, vis-vis pour les tendons os tendon ou tendon, et pour les greffes aux ischio-jambiers, on pourra utiliser un endo-bouton. Cette fixation se fera donc en réduisant le tiroir postérieur, et pour cela, la scopie qui est déjà mise en place peut avoir son intérêt pour bien contrôler cette réduction du tiroir. Toujours prévoir une éventuelle double fixation au tibia, vis d'interférence, surtout en cas de qualité d'os médiocre en postérieur qui serait associé à une agrafe ligamentaire ou un amarrage transosseux des fils de traction. On peut par exemple tout à fait, à l'aide d'une broche, creuser un trou entre la corticale et le tunnel et faire passer le fil pour assurer cette double fixation. L'intervention se terminera par un contrôle à l'amplificateur du brillance du bon positionnement de la vis si l'amplificateur est utilisé. Il ne faut pas que la vis ait chassé la baguette osseuse éventuelle et il ne faut pas non plus que la vis soit débordante en postérieur. Pour ce qui est des complications possibles, elles peuvent être nerveuses avec le nerf fibulaire commun dans 12 à 30% des cas. Le nerf tibial, c'est plus rare. Pour les lésions vasculaires, ça sera l'artère poplitée qui peut être victime de lésions intimales ou de dissection. Pour ce qui est du cartilage, son usure est plutôt secondaire à la rupture du LCP. D'un point de vue global, on a de 11 à 28% d'arthrose à 15 ans et il n'y a pas forcément de différence selon les séries entre le taux d'arthrose après traitement chirurgical et après traitement fonctionnel. Dans les suites, l'attelle devra être idéalement sur mesure. Si ce n'est pas le cas, au moins mettre un contre-appui tibial postérieur. On peut mettre des champs roulés ou autre chose directement post-opératoire pour lutter contre la translation tibiale postérieure. Je vous rappelle, le LCP lutte contre la gravité. Les suites peuvent être soit pas d'appui ou un appui au moins partiel avec une récupération progressive de celui-ci sur le premier mois. Pendant les 6 premières semaines, on autorisera de 0 à 60, puis 90 à partir de J45, 120 degrés à 3 mois, une mobilité totale à 6 mois. Ça, c'est ce que nous faisons dans le service, mais bien d'autres protocoles sont décrits sans qu'aucun n'ait pu montrer sa supériorité. La mobilisation se fera toujours maintenant en contre-appui postérieur et pour supprimer ces contraintes en tiroir postérieur, les exercices se feront chez le kiné, souvent en décubitus ventral. Si on se penche maintenant sur la littérature, qu'est-ce qu'on peut attendre sur une reconstruction du LCP? Même si ça date un peu, le symposium de la SFA 2004 retrouvait une amélioration sur le contrôle de la laxité différentielle, sur la fonction et sur les résultats objectifs. On peut voir une nette amélioration des IKDC A et B en post-opératoire. Dans cet article de la JSM sur les résultats de la reconstruction arthroscopique simple brin en transtibial, on avait une amélioration du tiroir postérieur, du Lisholm, des IKDC et du Tegner. Donc peu de complications, mais une arthrose fréquente au dernier recul. Malgré l'amélioration, on ne retrouve pas de résultat normal. 75% des patients retrouvaient certes une activité normale ou presque normale, mais la chirurgie n'empêchait pas la survenue de l'arthrose. Concernant le simple ou le double faisceau, toujours sur ce symposium, il n'y avait pas de différence en termes de résultats fonctionnels, que ce soit l'IKDC subjectif ou objectif, mais une différence en termes de laxité résiduelle. En effet, il y avait un meilleur contrôle de la laxité résiduelle post-opératoire en cas de double faisceau. Cette différence n'était pas significative, mais malgré tout présente. Sur ces deux études, la première montrait des meilleurs résultats du double faisceau sur le simple faisceau pour le contrôle du tiroir postérieur également à faible flexion, mais pas de différence en termes de rotation latérale, de varus ou de tiroir postérieur associé à la rotation latérale. Le deuxième, lui, ne retrouvait pas de différence en termes de résultats fonctionnels, dans les deux cas une amélioration de la stabilité et des scores fonctionnels, cependant un meilleur contrôle du tiroir postérieur au télos et un meilleur IKDC objectif en cas de double faisceau. Ainsi, l'utilisation d'un double faisceau et tout ce qu'il en coûte au bloc opératoire ne semble d'avoir d'intérêt uniquement dans le contrôle du tiroir postérieur. Dans sa méta-analyse, Scott Montgomery lui a retrouvé des résultats fonctionnels identiques dans les deux cas, même si certaines études, une minorité retrouvait un meilleur contrôle du tiroir postérieur dans le double faisceau. Dans sa revue, Lee retrouvait qu'en cas d'atteinte du LCP et d'un plan périphérique latéral, la reconstruction du LCP n'était pas suffisante pour restaurer la cinématique normale du genou. Ainsi, il recommande de reconstruire l'ensemble des structures ligamentaires, notamment le point d'angle postérolatéral, par une équipe entraînée, 2 opérateurs. Il restera alors à régler le problème du choix des transplants en fonction des différentes reconstructions à effectuer. Concernant maintenant le choix de la greffe, le symposium de SFA, lui, ne retrouvait pas de différence entre les différentes greffes, que ce soit sur les IKDC subjectifs et objectifs ou sur la laxité résiduelle. Par ailleurs, dans sa méta-analyse, Montgomery lui n'avait pas retrouvé de différence entre autogreffe et allogreffe en termes de résultats, mais le coût et un risque de transmission en défaveur des allogreffes, tandis que la fragilisation de l'appareil extenseur était soulignée en cas d'utilisation du ligament patellaire ou du tendon quadricipital. Si on reste sur la différence entre allogreffe et autogreffe, cette revue systématique n'avait pas retrouvé de différence en termes de résultats cliniques et fonctionnels. Et si on reste sur les autogreffes,
Cet article d'Ansari ne retrouvait pas non plus de différence entre les différents transplants pouvant être utilisés, que ce soit sur l'activité ou la laxité post-opératoire après reconstruction du LCP. Enfin, pour en finir avec le choix des greffes, cette étude de la JSM a pu montrer que sur des secondes arthroscopies réalisées après reconstruction en simple brin du ligament croisé postérieur, il y avait un défaut d'intégration en cas d'utilisation d'une allogreffe. Le LARS, lui, doit rester d'indication rare en aigu au cours des 3 premières semaines et a des résultats malgré tout par rapport aux ligaments synthétiques que sont le Dacron ou le Gore-Tex, un taux de rupture moindre à 10 ans avec des scores fonctionnels équivalents. Donc ça reste le ligament synthétique à utiliser de préférence. Ces résultats dans cette revue systématique étaient comparables aux autogreffes avec un taux de rupture de 1% sans chirurgie de révision, mais un taux quand même de 1,2% d'épanchement résiduel. Des bons résultats, disons, ont également pu être mis en évidence dans cette autre étude, mais il est quand même préférable de privilégier soit les autogreffes, soit les allogreffes. Si l'on compare arthrotomie et arthroscopie, le symposium retrouvait certes le même IKDC subjectif, mais un IKDC objectif inférieur en cas d'arthroscopie. Il y avait également un moins bon contrôle de la laxité résiduelle en post-opératoire. Dans cette méta-analyse de Lee, comparant les résultats entre la technique transtibiale et la technique Inlay, il y avait les mêmes résultats fonctionnels, cependant moins de complications par arthroscopie et plus de contraintes au niveau de la greffe par arthroscopie. Le même constat a été fait dans cette revue systématique de la littérature comparant 150 Inlay à 150 arthroscopies environ en simple faisceau, sans différence sur les scores fonctionnels, que ce soit le Techner ou le Lisson. On n'oubliera pas que le risque vasculaire a été décrit dans la littérature. Il y a des risques également de pseudo-anévrisme au niveau de l'artère-poplitée. Heureusement, ces complications sont rares à partir du moment où on est rigoureux sur la technique chirurgicale et idéalement, on optimise les moyens de contrôle en ajoutant au contrôle scopique une voie postéromédiale. Concernant la préservation non du remnant, il y a une revue de la littérature publiée en 2015 qui montrait une laxité légèrement meilleure en cas de préservation de celui-ci en termes de laxité différentielle, même si on pourra regretter qu'il n'y avait pas une définition claire de ce en quoi consistait la conservation de ce remnant. Pour ce qui est de la fixation, toujours le symposium, une préférence allait à la double fixation pour le contrôle de la laxité résiduelle avec une différence significative. L'Inlay est recommandé en encastrement, des vis rétrogrades ou infiltrateurs, et au tibia des vis d'interférence. Au final, tout peut marcher, au fémur, vis d'interférence, bouton ou équivalent, réglable, tie drop, TLS, cage, au tibia, double fixation, plutôt d'une manière préférable avec des vis, plus une fixation corticale. Mais les techniques ont été décrites également avec des tie drops à la fois au fémur et au tibia. En conclusion, c'est une chirurgie difficile, mais avec une sémiologie et une terminologie précise. Il va falloir corriger toutes les composantes de la laxité et informer le malade que les suites vont être longues. Généralement, c'est 2 fois plus long qu'un LCA standard avec une reprise du sport pas avant 1 an. On a environ 1 LCP pour 50 LCA. Les indications consensuelles seraient une laxité de grade 2 ou 3 si symptomatique, également pour les grades 1. En cas de lésions associées dont le diagnostic est difficile, la reconstruction se fait généralement maintenant sous arthroscopie, elle est technique et il faut choisir le transplant et la fixation que l'on maîtrise, si possible un double faisceau en cas d'atteinte des structures latérales en plus du geste de reconstruction. Il faudra toujours mieux un simple faisceau avec une bonne technique qu'un double faisceau avec une mauvaise technique. En effet, le simple faisceau est le plus souvent suffisant sous arthroscopie avec un tunnel transtibial plutôt qu'une lait. L'ancillaire est adapté, les voies postéromédiales systématiques ou si besoin sont à recommander et l'amplificateur de brillance représente toujours la sécurité. En cas de laxité importante, double faisceau, cela ne dispense pas des autres gestes, il faut rester dans ses habitudes. La chirurgie améliore la fonction, les résultats objectifs, le sport, mais seulement la moitié du tiroir postérieur. Le genou ne sera pas normal, les performances ne seront pas aussi bonnes qu'avant, la chirurgie n'empêchera pas l'arthrose. Du coup, quoi faire schématiquement? Nous recommanderons la réalisation en cas de rupture isolée du LCP d'une reconstruction simple faisceau. En cas de reconstruction, le tunnel fémoral se doit d'être plus anatomique qu'isométrique et plutôt recommandé maintenant que la technique est maîtrisée, un tunnel transtibial dans le cadre d'une reconstruction arthroscopique. Il faudra disposer dans son arsenal des voies d'abord postéromédiales et postérolatérales, si ce n'est pour se priver de l'amplificateur de brillance. Celles-ci permettent de mieux visualiser l'orifice de sortie au niveau du tunnel tibial, de mieux le préparer, de faciliter le passage de la greffe.
Elles permettent également de diminuer le risque de complications, notamment vasculaires. Et comme certaines études ont pu nous le montrer, il ne faut pas hésiter à préserver le remnant de ligament croisé postérieur afin d'optimiser nos résultats. La littérature reste pauvre, malheureusement, sur le ligament croisé postérieur, les effectifs généralement faibles, les reculs faibles, et une variabilité des populations et des techniques. Globalement, sur les cas d'essai, moins de 50% des patients ont des résultats normaux ou presque normaux. L'axité résiduelle persiste, 4 à 5 mm en moyenne, et les scores subjectifs sont diminués en cas de lésion cartilagineuse ou de chirurgie avec un délai de plus d'un an. Il n'y a jamais eu de différence retrouvée entre simple et double faisceau, mais l'argument biomécanique est pour le double faisceau pour un meilleur verrouillage en extension. Il n'y a pas non plus de différence en fonction de la greffe ou du mode de fixation. Ce qui est sûr, c'est qu'en cas de rupture du ligament croisé postérieur isolé, les résultats seront toujours meilleurs que si cette rupture est associée à une rupture du plan latéral. Voilà ce que je voulais vous dire sur les ruptures et les reconstructions du LCP. Je vous remercie de votre attention.